Officiellement cette séance du conseil municipal de ce jour, en excusant d'abord l'absence donc de mon directeur général des services, et donc je demanderai à mon directeur de cabinet dans un premier temps de procéder à l'appel. Merci monsieur le maire. Alors, Christian Pedowski. Présent. Cambrai Patrick. Présent. D'Autriche Audrey. Lobry Hervé. Goubet Roxane. Présent. Oufkir Jamel. Présent. Deporter Laurence. Présent. Morels Joël. Présent. Carbonnier Benazouz Michel. Elle est là. Elle est là. Cabaret Francine. Pekeli Victor. Stégère Annie. Janssens Gilbert. Janiazik Marc. Attention au câble. Leroy Patricia. Présent. Guiffroy Gilles. Présent. Corsac Virginie. Présent. Rognier Sabrina, excusez, a donné pouvoir à Madame Deporter. Baghville Sandrina. Présent. Gourema Fatima, absente, excusez, a donné pouvoir à Monsieur Pedowski. Billoir Jean-Michel, absent, a donné pouvoir à Madame Carbonnier. Pilez Olivier, absent, a donné pouvoir à Monsieur Cambrai. Oulaj Magali. Présent. Bensider Tarek. Présent. Van Dort Steven. Présent. Lowers Patricia, absente, excusez, a donné pouvoir à Monsieur Dewoche. Guisgan Eric. Présent. Dewoche Jean-Paul. Présent. Et Humez Jean-Michel, absent. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci monsieur Saillon. Donc vous avez à votre connaissance le tableau des contrats conventions marché décision du maire. Vous avez été destinataire également du procès-verbal de la séance du conseil municipal qui s'est déroulée le 17 juin dernier. Est-ce que ce procès-verbal appelle-t-il à des remarques ou à des observations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous en remercie. Délibération modificative numéro 1, et ça concerne naturellement le budget ville. Je donne la parole à notre rapporteur adjoint aux finances, en la personne de Monsieur Lobry. Monsieur Lobry. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, préciser que c'est la première décision modificative de l'année. Alors, le but, c'est d'abonder des chapitres en dépenses qui en ont besoin, par le biais de recettes supplémentaires sur d'autres chapitres. Et aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, les dépenses et les recettes sont équilibrées. Cette DM aussi est en partie due au fait que cette année nous avons budgété, tout en recettes qu'en dépenses de fonctionnement, moins que dans l'exercice 2019, et cela volontairement. Pour votre information, juste à noter sur votre tableau, où il y a les sommes, en fonctionnement, à la ligne des dépenses réelles, d'un montant de 184 950,50 €, s'il vous plaît, ne tenez pas compte du signe négatif moins qui précède la somme. Non, mais pas chez... Dans la note de synthèse, c'est corrigé? Oui, non, mais c'est pas prévu. Oui, d'accord, mais les gens qui l'auraient vu dans leur note de synthèse, voilà. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci Monsieur Lobry. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Monsieur Lobry, gardez la parole pour la délibération numéro 2 concernant l'emprunt structuré, constitution de la provision des intérêts 2019. Monsieur Lobry. Oui, monsieur le maire. Alors, il est rappelé que la ville de Saint-Louis s'est vue proposer en 2007 un contrat taux fixe refinancé en 2011 à hauteur de 3 125 199,68 € auprès de Dexia. Je vous passe le numéro de contrat. Contrairement à la présentation faite par le prêteur, il s'avère que ce contrat concerne un emprunt structuré dans la mesure où le taux d'intérêt dépend de la parité entre le dollar et le franc suisse. Un audit des contrats a été confié en juin 2012 au cabinet Seldon, sur la base duquel la communauté a décidé d'assigner Dexia devant les tribunaux afin de demander à titre principal la nullité du taux d'intérêt figurant au contrat, et ce, dans la mesure où Dexia a omis d'indiquer le taux effectif global dans la confirmation constatant le contrat et où le TEG figurait à l'article 12 du contrat erroné. À titre subsidiaire, il est demandé au juge de déclarer la nullité de l'opération. Dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de Nanterre,
juridiction compétente et dans l'incertitude du montant des intérêts à payer au titre du contrat contesté, le maire informe les conseillers municipaux qu'il a décidé de surseoir au paiement des intérêts de l'emprunt concerné. En conséquence, bien que non obligatoire, mais fortement recommandé par différentes instances, et aussi dans un souci de saine gestion des finances communales, le maire propose chaque année à l'Assemblée de voter une provision à hauteur du montant des intérêts calculés sur la base de la parité constatée entre le dollar et le franc suisse. Proposition est faite de reconduire annuellement l'opération de provisionnement, et ce, tant que l'affaire n'aura pas été tranchée. En application du dispositif, le montant de la provision pour l'année 2019 est de 121 381 €. Donc il vous est proposé d'approuver la décision du maire de ne pas régler le montant des intérêts de l'échéance 2019 et de constituer une provision au titre de l'année 2019 de 121 381 €. Merci M. Lebris, oui, ben, tout à fait, en espérant effectivement, comme chacun d'entre nous, d'avoir une visibilité qu'on n'a pas à aujourd'hui sur la finalité de cette situation. Vous l'avez eu dans vos documents, mais je rappelle que la provision est aujourd'hui d'1 285 000 €, hein, ce qui est quand même une somme très importante, et donc en souhaitant un aboutissement à court terme, ça serait notre souhait de cette situation. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Monsieur Guisgan. Oui, et ensuite Monsieur Janiazi. Et en fait, par rapport à cet emprunt toxique que vous avez contracté, donc vous annoncez qu'il y a 1 285 000 € en réserve, c'est bien cela? Oui. Donc c'est 1 285 000 €. Attendez, Monsieur Guisgan, on va vous porter le micro. Merci. Oui, donc je voulais dire que en fait, l'emprunt toxique que vous avez emprunté, vous mettez les intérêts de côté, hein, pour être clair, et à ce jour, ça équivaut à 1 285 000 €. Donc c'est un peu plus de 100 000 € par an mis de côté pour ces intérêts. Mais donc, si on regarde bien la situation, c'est 1 285 000 € que les Salominois n'ont pas pu bénéficier par rapport à une erreur de votre part. Bah, c'est un constat qu'on peut faire, oui, pourquoi pas, ouais. Et alors? Ben voilà, c'est une erreur qui coûte cher quand même aux Salominois. Parce que 100 000 € par an, c'est un budget pour les Salominois. Ouais, alors on fait quoi? Ben, il ne fallait pas faire le contrôle. Ah, il ne fallait pas faire. Ah, d'accord. C'est toujours plus facile de faire que de ne pas faire. Il me semble bien. Mais nous, on est dans le contexte où on fait, contrairement à vous. Oui, mais nous, on fait bien, vous faites mal. Merci, monsieur. Ouais, la preuve, on a fait 70%, et vous 20%, vous avez perdu 2 poste de conseiller, un poste de conseiller que déjà, ne mélangez pas tout. Regardez déjà le taux d'abstention, mais ne mélangez pas tout. Ensuite, une deuxième chose, parce que moi je ne suis pas fier de votre bilan. Je ne suis pas fier de votre bilan, de votre score, je ne serais pas fier. Restez dans mon coin. Monsieur, intervenez sur la délibération. Mais c'est vous qui changez de sujet. C'est vous qui êtes hors sujet, vous me parlez d'élection. Restez calme, monsieur. Je suis très calme. Je suis très calme. Vous avez perdu. Rendez-vous dans 6 ans. Non, mais on n'est pas perdu, on est toujours là. Souvenez-vous, il y a quelques années, vous m'avez dit, on vous verra plus au prochain mandat. Pas de bol, on est encore là. Bon, allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, donc pour vous, peut-être que c'est pas grand-chose, mais il ne faut pas oublier que dans vos adjoints, vous avez quand même M. Deporter, qui siège au niveau de la caisse d'épargne et tout ça, et il n'a rien vu. Mais personne n'a rien vu. Personne, parce qu'il y a Monsieur Janiazi qui a demandé la parole. Passez le micro, faites-le en direct. Laissez-moi. Oui, vous avez une voix qui porte. Allez-y, monsieur Janiazi. Ensuite, ça sera Madame Carbonnier et monsieur Oufkir. Encore un bel exemple de démocratie des communistes, bien sûr. C'est l'union de la gauche ici, monsieur. Oh, c'est communiste, c'est coco. Merci, monsieur Guisdan. Monsieur Janiazi. Bon, monsieur Guisdan, je vois que vous êtes toujours aussi obtus. Oui. Oui. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Non, parce que quand mais il y a des moments où il faut réfléchir quand même un petit peu. Hein. C'est quand même bizarre parce que des fois, quand on se retrouve ensemble en extérieur, vous tenez à notre petite cloche, monsieur. C'est pas vrai, monsieur Guisdan. Monsieur Janiazi, on vous écoute. Monsieur Guisdan, s'il vous plaît. Si vous voulez que je parle de ce que vous nous dites. Monsieur Janiazi. J'aimerais bien l'entendre en privé déjà. Intervenez sur la délibération. Je voulais simplement vous demander, parce que cet emprunt était nécessaire à l'époque, je me souviens, simplement, ce que je voulais demander, c'est depuis quand ça dure? Est-ce qu'on a des interlocuteurs au niveau du tribunal de Nanterre qui s'occupent de ça? Alors, pas au regard du tribunal de notaire qui a effectivement la compétence de cette juridiction, de cette décision juridique. On a un cabinet d'avocats parisiens donc, qui s'appelle FIDAL,
D'ailleurs, j'ai demandé une visioconférence prochainement pour qu'on puisse avoir l'essentiel de la situation de la ville de Sallaumines au regard de cet emprunt donc, structuré. Donc on aura prochainement une visioconférence avec notre cabinet d'avocats qui pourra nous éclaircir d'une part et répondre à l'ensemble de nos interrogations. Mais sur la visibilité de quand ça pourrait être jugé au tribunal compétent de Nanterre, non, on n'a à aujourd'hui aucune visibilité en termes d'échéance. Madame Carbonnier, ensuite Monsieur Oufkir. Oui, alors moi je ne vais pas répondre à M. Guisgan, qui ne pourra pas dire que je lui dis quelque chose parce que je ne parle jamais. Voilà. Il faut quand même savoir que ce problème, effectivement, de ce qu'on appelle les emprunts toxiques, ont touché quasiment 50% des collectivités publiques. Que ce soit des collectivités locales, comme les municipalités, mais également d'autres collectivités territoriales, voire des établissements scolaires de santé, qui se retrouvent également dans la même situation. Alors, il aurait été complètement anormal qu'effectivement la commune de Sallaumines, qui était prise dans cette espèce de nasse des emprunts toxiques, ne fasse pas ce qu'elle a fait. C'est-à-dire ne se retourne pas contre Dexia pour essayer justement de récupérer son dû et que surtout, elle n'abonde pas effectivement au niveau des intérêts, parce que un jour peut-être la commune va gagner, ce que j'espère, parce que la commune, mais tous les autres aussi, et à ce moment-là, on va récupérer. Mais si un jour il faut payer justement ces intérêts, heureusement que l'argent a été mis de côté. Voilà. Donc je pense qu'il faut que les personnes comprennent ce qui se passe. Hein. Donc je sais que là on est en visio, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Sallauminois qui ont connaissance de cette situation, mais la situation elle est là. Voilà. Alors c'est toujours facile de dire vous n'auriez pas dû faire ci, vous n'auriez pas dû faire là, quand on n'est surtout pas aux commandes. Lorsqu'on a besoin d'argent dans une collectivité, on fait des emprunts. Dexia à l'époque était un interlocuteur qui était considéré par toutes les collectivités locales comme un interlocuteur valable. Ça a été fait comme ça. Vous savez, c'est exactement la même chose que certains particuliers qui, à un moment donné, ont fait des emprunts pour acheter leur maison et qui avaient des emprunts avec des taux progressifs. Et qu'au bout de quelques années, se sont retrouvés vraiment le bec dans l'eau et ont parfois dû revendre leur maison. Est-ce que ces personnes-là étaient des inconscients? Non. Ils se sont fait rouler par les banques. C'est exactement la même chose. Maintenant, je pense qu'effectivement, quand on a un problème avec une banque, il faut aller en face. Il ne faut pas faire l'autruche, il faut aller en face. Et puis il faut faire les choses dans l'intérêt des Sallauminois. Et je pense que mettre cet argent de côté et continuer la bataille juridique, c'est l'intérêt des Sallauminois. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on dit les choses, qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. On n'a pas dit que c'était pas de la Je vais permettre à M. Guisgan. Vous n'arrêtez pas de me regarder. Vous n'arrêtez pas de me regarder. Alors moi je vais vous dire une chose. Écoutez bien mes propos. Alors merci Madame Carbonnier de cette information, mais juste pour rappeler aux nouveaux entrants, effectivement que ce débat a lieu chaque année sur cette même délibération. Monsieur Guisgan, vous étiez présent sur le mandat précédent, mais encore faut-il, à défaut d'entendre, comprendre. Force de constater que ce n'est pas le cas. Donc je donne la parole et je la donne pas à M. Guisgan, je la donne à celui qui l'a demandé, à savoir à M. Oufkir. Merci Monsieur le maire. Alors c'était juste, Madame Michèle Carbonnier a répondu, c'est ce que j'allais dire, mais ce qu'il faut remettre dans son contexte qui est super important, c'est qu'effectivement Dexia c'était la première banque mondiale de financement des collectivités locales au début des années 2000, et qu'aujourd'hui la Cour des comptes a consacré un chapitre sur ce qu'elle estime le coût de la sortie de cet emprunt toxique. C'est 2,6 milliards d'euros. Nous avons emprunté 1,2 million d'euros. Donc effectivement, il y a à peu près plus de 500 collectivités locales, intercommunales, les syndicats et autres qui ont emprunté ces emprunts toxiques, comme vous l'avez dit, et qui se sont fait un peu rouler dans la farine. En tout cas, l'intelligence qu'on a eue peut-être à Sallaumines, c'est d'être prévoyant, dans le sens où, effectivement, nous avons pris le parti de ne pas payer automatiquement notre dette mois par mois, mais plutôt de mettre de côté, en tout cas approvisionner, c'est-à-dire que le cas échéant, si on devait payer, on n'aura pas à demander, à augmenter et demander aux Sallauminois de supporter ça, puisqu'on l'aura mis de côté. Et ça, c'est plutôt ça qu'il faut
féliciter. Merci, M. Oufkir. Il y a Madame de Porter. On va vous passer le micro. Merci, monsieur le maire. Vous m'entendez là? Bon, moi, je voulais rebondir, contrairement à Madame Carbonnier, là, je vais m'adresser à monsieur Bisgan parce que quand ça concerne mon mari, je voulais remettre un peu les choses au point. Effectivement, comme vient de dire monsieur le maire, c'est pas la première fois dont on parle de ces emprunts toxiques au niveau du conseil municipal. Il fallait vous renseigner peut-être avant. C'est vrai qu'avant, vous n'étiez pas dans le conseil municipal, mais vous avez eu toutes les informations. Donc rien ne vous empêchait d'aller demander des renseignements. Maintenant, concernant M. de Porter au niveau de la caisse d'épargne, il était effectivement donc président de la caisse d'épargne Nord-France Europe, mais et il ne peut pas gérer toutes les villes. Nous sommes bien d'accord. Et en fait, il ne faisait même pas partie de la commission des finances. Mais sachez, M. Bisgan, qu'il en avait suffisamment parlé dans toutes les réunions avec M. Pilowski, M. le maire, tous les lundis, voilà, pour voir ce problème. Voilà. Merci, Madame de Porter. Et s'il vous plaît, de la part des membres du conseil majoritaire de ce conseil municipal, transmettez nos voeux d'amitié à M. de Porter. D'autres remarques ou observations? Je mets donc en voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 3, demande de subvention. Ah, c'est rigolo ça. Communale exceptionnelle, association Les Clowns de l'Espoir. Je vous écoute, Madame Patricia Leroy. Merci, monsieur le maire. Considérant que l'association Les Clowns de l'Espoir mène des actions dans les services pédiatriques de la région des Hauts-de-France et que cette association s'implique auprès des enfants hospitalisés pour améliorer leur quotidien, nous demandons d'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association Les Clowns de l'Espoir. Ça s'appelle aussi les... Ouais, bon, je demanderai au service financier, Madame Moger, qui est présente avec nous ce soir, pour les années à venir, effectivement, d'enlever exceptionnel, parce que maintenant, effectivement, la demande, elle est chaque année. Donc, on l'inscrira dans nos cahiers de subvention annuels pour cette association qui donne beaucoup, effectivement, de bien-être aux enfants qui sont hospitalisés. Y a-t-il des remarques, des observations sur cette délibération? Je mets donc aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Lobry, je vous redonne la parole par rapport à la délibération numéro 4. Celle-ci est donc l'annulation de titres prescrits et des reprises de provisions. Monsieur Lobry. Merci, monsieur le maire. Merci. Voilà. Là, il y a une délibération qu'on prend tous les ans aussi, qui peut ressembler à celle-là, et qui a des dénominations avec le terme de non-valeur. Alors là, c'est pas exactement la même chose pour des raisons juridiques. Ça s'appelle des titres prescrits et reprises de cas. Des titres prescrits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun moyen, de toute façon, de les récupérer. Alors, ce sont des zones que le comptable, c'est-à-dire la perception qui s'occupe de nos finances municipales, n'a pas encaissé, malgré ses efforts pour y parvenir. Et notamment envers les sociétés. Parce que quand on voit le tableau, il y a une minorité de cas individuels, de personnes, de ménages, qui habitent ou qui habitaient Salomine et qui n'ont pas payé certains services, mais c'est vraiment pas la majorité, c'est des sommes relativement mineures. Par contre, les plus grosses sommes et le plus grand nombre, ce sont malheureusement des sociétés et pas n'importe lesquelles. Donc, il est quand même assez regrettable de s'asseoir sur des recettes qui nous sont normalement dues par des grosses boîtes et qui veuillez m'excuser, mais qui sont en pomme. Voilà. Bah, tout à fait, M. Lebris, mais au-delà d'être regrettable, j'estime que c'est même scandaleux. C'est scandaleux que des entreprises publiques françaises, ayant encore et toujours pignon sur rue, soient dans cette situation-là de non-paiement à des collectivités comme la nôtre, mais comme les autres. C'est purement scandaleux. Mais bon, comme ça a été relaté par rapport effectivement aux différents aspects juridiques, ça veut dire que le percepteur du Trésor public a utilisé tous les moyens, outils ou instruments de recouvrement de ces différentes sommes. Et effectivement, aujourd'hui, malheureusement, on a une fin de non-recevoir. C'est la raison pour laquelle cette délibération
Parce qu'il faut sortir des différents chapitres financiers, des différents montants, et c'est donc l'objet de cette délibération que, au regard de ce que j'ai dit précédemment, je juge une fois encore pour les opérateurs publics scandaleux. Pour terminer la délibération, il vous est proposé d'annuler les titres de recettes suivants, donc ceux qui vous sont donnés dans le tableau, mais également de procéder à une reprise sur provision pour un montant de 38 756,38 € au chapitre 78. Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente décision sont prévus dans la décision notificative que l'on a vue tout à l'heure au chapitre 67, autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion. Voilà. Merci, M. Lebris. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 5, Madame Deporter, ça concerne la formation des élus, renouvellement de votre convention, de votre groupe. Merci, Monsieur le maire. Donc, la formation des élus, donc la loi du 3 février 1992 ménage un droit à la formation au profit des élus municipaux. Nous vous invitons donc à autoriser Monsieur le maire à renouveler la convention avec l'IFE-PR 5962, organisme agréé. En contrepartie, la commune versera à cet organisme la somme de 600 € par élu, dans la limite d'un montant maximum de 3 600 €. Là encore, une délibération annuelle qui passe d'année en année. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas, je mets donc aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Ah ben, Monsieur Lebris, décidément, délibération numéro 6, garantie d'emprunt Pas-de-Calais, habitat. Monsieur Lebris. Oui, merci, Monsieur le maire. Bon, je ne vais pas vous lire entièrement la délibération, c'est assez lourd. Alors, quand on parle de garantie d'emprunt, d'habitude, les délibérations qu'on prend au conseil municipal, c'est d'accepter une demande d'un office HLM, d'un bailleur, lorsqu'il contracte un emprunt, de lui apporter notre garantie. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le Pas-de-Calais Habitat a renégocié l'ensemble ou plusieurs de ces emprunts. Et donc, comme nous avions garanti ces emprunts, il nous est demandé de garantir les nouveaux emprunts qui remplacent les précédents. Donc, on accorde cette garantie, mais on s'est donné un délai de réflexion, Madame Monger, pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise dans les nouveaux emprunts. Tout à fait. Remarque, observation, question. Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Vous avez voté contre, hein, Monsieur le Président et votre groupe? Oui, oui. D'accord. Délibération numéro 7, rapporteur Madame Carbonnier. Délibération complémentaire, remboursement en famille de prestations annulées pendant le confinement. Madame Carbonnier. Oui, en fait, il s'agit de donner à M. le maire l'autorisation de rembourser des saloninois qui avaient acquitté des sommes pour des choses qui n'ont pas pu avoir lieu, puisque du 17 mars au 10 juin, suite au confinement et l'épidémie de coronavirus, les activités scolaires n'ont pas pu avoir lieu. Donc, il s'agit donc de deux familles saloninoises qui vont être remboursées, l'une pour un montant de 32 € par an et l'autre pour un montant de 26 €. Tout à fait. Merci Madame Carbonnier. Remarque, observation, question. Il n'y en a pas, je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 8, Monsieur Oufkir, fixation de la redevance pour l'occupation du domaine public par la société Celnex. Monsieur Oufkir. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, cette délibération, c'est ni plus ni moins que Celnex, qui est Télécom, qui est le principal opérateur d'infrastructures télécom, en l'occurrence pour Bouygues Télécom. Donc vous connaissez tous l'antenne qui est à côté de la déchetterie. Et donc on reconduit pour 6 ans avec cette entreprise. Alors, en contrepartie, la commune elle recevra une redevance de 4 000 € chaque année. Et si dans l'aventure, cette entreprise Celnex reçoit d'autres opérateurs, en l'occurrence par exemple Free, SFR et autres, elle sera dans l'obligation aussi d'augmenter sa redevance de 1 500 €, tout simplement. Parfaite explication. Merci Monsieur Oufkir. Y a-t-il des remarques, des observations? Des questions? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour.
À l'unanimité, je vous remercie. Madame Steiger, numéro 9 pour la délibération. Renouvellement de la convention séjour enfant auprès de la caisse d'allocation familiale. Madame Steiger. Merci, monsieur le maire. Vu la délibération du 11 décembre 2019, rappel est donné que la commune a signé avec la caisse d'allocation familiale une convention séjour enfant. Il convient aujourd'hui de renouveler la dite convention pour 2021. Dans ce cadre, la ville organise des séjours de vacances adaptés aux besoins des enfants et des familles. La ville s'engage à programmer une évaluation impliquant les organisateurs, les enfants et les familles, proposer un séjour qui correspond à la législation en vigueur, signer avec le prestataire une convention, organiser des séjours de tranches d'âge définies, répondre aux exigences d'une mixité sociale, prendre en compte la valeur des tickets qui lui seront remboursés. La commune est éligible au financement de ce projet. Le conseil municipal, après oui s'est exposé, sollicite auprès de la caisse d'allocation familiale le renouvellement de la convention séjour enfant pour l'année 2021 et autorise le maire à signer, c'est l'avenir. Merci Madame Steiger. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Je mets au voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Cambrai pour la délibération numéro 10, dotation de soutien à l'investissement 2020, remplacement des menuiseries de la façade de la mairie. Attends, je te donne un micro, Patrick. Donc nous sollicitons le financement de travaux au niveau de la façade, de base c'est le remplacement des fenêtres, par la DSLI, d'un montant de 80 886 €, sachant que la DETR donne 25% du montant et la ville 20% du montant. Coût total des travaux 147 067 et 0,06 hors taxe. Donc voilà. Voilà, c'est un chantier quand même d'envergure qui va s'étaler sur plusieurs exercices, hein, mais on se doit également préserver la bâtisse de cette superbe mairie. Et donc on lance, et c'est d'ailleurs commencé, donc les travaux de réhabilitation, de rénovation, de remplacement des châssis fenêtres. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, M. Guisgan. Oui, vous aviez, dans les années précédentes, précisé qu'il y avait normalement un accord avec le lycée Béal pour la réfection de ces fenêtres. Donc c'est connu? Alors vous avez tout à fait raison, on avait une convention de réalisation avec des élèves du lycée Béal, mais qui lui devait aussi s'équiper en termes de matériel pour faire face aux travaux commandés par la collectivité de Salomine. Malheureusement, le lycée Béal n'a pas obtenu les crédits nécessaires à l'achat de matériel spécifique. On est les premiers à le regretter parce que ça aurait permis à des lycéens, et entre autres quelques Salominois, sûrement, de pouvoir contribuer à la rénovation de ces mêmes châssis. Mais pour autant, dans la mesure que le lycée n'a pas obtenu les subventions escomptées, on se doit pour autant, depuis les années passées, de lancer les travaux, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Monsieur Oufkir. Ah, j'étais sûr. Ben ouais, on le regrette, je pense tous ensemble. Ok, y a-t-il d'autres remarques, observations? D'autres questions? Je mets au point qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. La 11 convention portant cofinancement à part égale entre les communes de Salomine et de Méricourt dans le cadre de la modification des limites communales. Donc là, effectivement, vous avez vu que sur la cité du 315, nous avions un bâtiment dénommé QEP à Joliot-Curie, qui datait plutôt des années 67-68, qui a servi et qui a contribué beaucoup aux Salominois ou aux Salominoises. C'est une autre époque. Pour autant, on a une réserve foncière qui est intéressante. Donc, on a procédé l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus exactement, à la démolition de ce bâtiment, qui nous donne effectivement une surface non négligeable, où je peux vous dire, on a une liste d'attente. On a plus de demandes que l'œuvre qu'on sera en mesure de faire une fois avoir parcellé donc ce foncier à destination de projets mobiliers. Pour autant, pour être logique, on a un découpage qui, lui, ne l'est pas, à savoir qu'une partie de ce foncier est sur la commune de Méricourt. Donc, l'objet de cette délibération, c'est donc de vous proposer de refaire un redécoupage normal
pour faire en sorte que ce qui appartient à Sallaumines le soit définitivement et réciproquement pour la collectivité donc de Méricourt. Donc c'est tout l'objet de cette délibération. Monsieur Lebris. Monsieur le maire, il y a aussi du cruet, dans sa cruet, il y a des rues dans ce quartier où le trottoir, ça débat avec la Sallaumines de Jacques. Oui, tout à fait. Dans la rue voisine, à certains moments, il y a des départements qui vont faire, et rendre chacun des rues entièrement 100%, favorable à la cession précipitée. Oui, en précisant que c'est juste un avis consultatif. Ça veut dire que même si on opposerait un veto, Junior Pop pourrait aller à l'encontre de la décision, ça ne serait pas bien. Mais il pourrait le faire. Des remarques, des observations, des questions? Merci, M. Bensider. Je mets aux voix qui est pour. Contre. À l'unanimité, je vous remercie. M. Van Voorde. Déploiement du dispositif passe numérique, autorisation de signer la convention avec la communauté d'agglomération de l'Ancien-Main. Monsieur Van Voorde. Merci, monsieur le maire. Donc la délibération consiste à autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la CAL ainsi que toutes les pièces afférentes au dispositif passe numérique. Donc ce dispositif va permettre aux jeunes, aux personnes âgées, aux familles, mais aux personnes dans le besoin, de suivre un parcours de formation aux outils du numérique, en sachant qu'aujourd'hui le numérique occupe une place importante dans notre quotidien, l'accès au droit, l'accès à l'emploi, où 95% des offres aujourd'hui sont sur Internet. Nous devons accompagner notre population dans cette démarche de formation aux outils du numérique. C'est pourquoi nous proposons ce soir aux élus d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Oui, tout à fait. Merci, M. Van Voorde. Donc, c'est dans la continuité. On avait souhaité, donc, au niveau de l'exécutif de la communauté d'agglomération de l'Ancien-Rhin, d'aller plus loin après le pass sport, qui connaît un succès certain. On ne peut pas de toute façon l'ignorer. Et donc, on a pris la décision au niveau de la communauté d'agglomération de l'Ancien-Rhin, dans cet exécutif, d'aller sur le pass numérique. Et donc, je vous propose cette délibération. Il y a des remarques, des observations. Madame Carbonnier. C'est une initiative très intéressante, d'autant que les quelques mois dans lesquels il y a eu le confinement, on a quand même remarqué que tout le monde n'était pas à égalité dans cette situation face au numérique et que la fracture numérique, comme certains l'appellent, elle existe vraiment. Et on peut espérer qu'à l'avenir, on mette en place des systèmes qui permettent effectivement qu'au moins chaque famille, chaque personne, quand elle en a besoin, puisse accéder sans difficulté à ces outils qui deviennent indispensables et qui peut-être à l'avenir seront quasi obligatoires, notamment pour les scolaires. Oui, tout à fait. Je vous précise que pendant la phase de confinement, on a sorti des matériels informatiques de nos écoles à destination des familles qui en avaient le besoin et l'utilité. Mais avoir un outil informatique, c'est bien, quand il avoir une connexion. Je mets donc aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous en remercie. Madame Cabaret, délibération numéro 16, désignation des membres titulaires et suppléants de la commission communale d'impôt direct. Oui, merci monsieur le maire. Donc un rappel est donné aux élus du conseil municipal que dans chaque commune, en vertu de l'article 1650.1 du Code général des impôts, est instituée une commission communale des impôts directs, composée du maire ou de son adjoint délégué et de 8 commissaires. Donc afin de permettre à monsieur l'administrateur général des finances publiques de désigner les personnes qui occuperont les postes de commissaire titulaire et suppléant, nous demandons l'autorisation à monsieur le maire de désigner ces personnes. Tout à fait. Merci madame Cabaret. Remarque, observation? Question? Je mets aux voix qui est pour. Contre? Abstention? Je vous remercie. Merci madame Cabaret. Monsieur Guifroy, 17. Désignation d'un correspondant défense. Monsieur Guifroy. Merci monsieur le maire. Il est rappelé aux élus que le réseau de correspondance défense a été instauré en 2001 et est attaché au ministre des Armées. Le correspondant défense est de l'interlocuteur privilégié entre la collectivité et les autorités civiles et militaires en ce qui concerne les questions de défense et les réalisations armées-nation. Vu la circulaire du ministre de la Défense du 26 octobre 2001,
vu l'introduction ministérielle du 8 janvier 2009, vu le renouvellement du conseil municipal et le scrutin du 15 mars 2020, vu la nécessité de désigner un correspondant en défense, la candidature de M. Jean-Michel Billouer a été proposée. Alors j'espère qu'on lui a demandé. Non, je plaisante, naturellement. Donc on vous propose la candidature de M. Jean-Michel Billouer pour, en lieu et place, succéder à Jean-Marie Lancion, qui occupait ses différentes missions lors de son mandat, du mandat précédent. Très bien. Merci M. Audifroy. Je vais donc... remarque, observation, question. Je le vois qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Madame Oulage. Délibération numéro 18, désignation d'un référent sécurité routière dans le cadre de la charte de partenariat sur la sécurité routière entre la préfecture et l'association AMF 62. Madame Oulage. Merci Monsieur le maire. La lutte contre l'insécurité routière est l'une des préoccupations majeures du gouvernement et des élus locaux. La vitesse reste le premier facteur de mortalité routière dans le département. La charte de partenariat sur la sécurité routière signée en février 2018 entre le préfet du Pas-de-Calais et l'AMF 62 incite les communes à nommer un référent sécurité routière qui sera l'interlocuteur privilégié de la préfecture, constituant dans le département un réseau du relais en charge de la sécurité routière au sein des collectivités. Vu le renouvellement du conseil municipal et scrutin du 15 mars 2020, vu la demande du préfet du 7 juillet 2020, vu la nécessité de désigner un référent sécurité routière, la candidature de M. Joël Morel est proposée. Absolument. Merci Madame Oulage. Y a-t-il des remarques, observations? Des questions? Il n'y en a pas, mais donc on voit qui est pour. Je vous remercie à l'unanimité. La délibération numéro 19, ça concerne donc le personnel et en particulier la création de 2 emplois permanents d'ASVP. Donc je reprécise, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, ces 2 emplois qui sont supplémentaires aux 3 déjà en place. Donc effectivement, à côté du 1er octobre, ça sera un effectif de 5 agents d'ASVP qui sera opérationnel sur le territoire communal. Y a-t-il des remarques? Vous avez donc les missions essentielles, leurs activités principales ou encore secondaires et leur champ d'intervention. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, ça sera... Oui, monsieur... Alors, moi, je reviens sur le... Bon, c'est vrai que les ASVP, ils ont un boulot qui est quand même assez rude, d'accord? Ils n'ont pas une tâche facile. Ils sont intervenus aussi dans ma rue, suite à des problèmes. Ils ont fait super bien leur boulot, rien à dire. Par contre, est-ce que vous pensez, pour vous, c'est suffisant, vu ce qui se passe actuellement dans Salomine? Je ne veux pas non plus dire qu'il y a des catastrophes, hein, mais vu ce qui se passe actuellement dans Salomine, est-ce que vous pensez, déjà, ils n'ont pas de pouvoir? Donc, moi, je les ai vus à l'œuvre, hein. Ils n'ont pas de pouvoir, monsieur le maire. Est-ce que, moi, ma question, est-ce que demain, est-ce que vous seriez partant pour faire une police municipale? Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut bien voir, il y a des maisons, des voitures qui brûlent. Attention, je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais je suis comme vous, j'habite à Salomine, hein, d'accord? Donc... Je vous remercie de votre intervention, monsieur. Et effectivement, je vais entendre effectivement que vous dites qu'il faut un travail quand même qui est conséquent. Tout à fait, oui. Constaté et apprécié par la population, et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas ce que j'entends autour de vous, mais la question n'est pas là et la question n'est pas à l'heure de la polémique. Par contre, quand vous dites qu'ils n'ont pas de pouvoir, effectivement, ici, ils en ont. Les 3 agents actuels et les 2 suivants ont une assermentation auprès du procureur de la République depuis. Donc, effectivement, on est bien d'accord sur si vous, derrière pouvoir, vous entendez les mêmes pouvoirs que la police nationale, effectivement, parce qu'on n'est pas dans un rôle de police nationale. Après, quand vous prenez l'exemple de tout ce qui se passe sur Salomine, non, soyons sérieux quand même, monsieur. Puis regardons ce qui est comparable, y compris sur des communes qui, elles, pas loin d'ici, pour aller sur Loyal Godot, disposent d'une police municipale. Et je vous mets au défi, monsieur, et je peux vous recevoir quand vous le souhaitez, pour échanger sur les chiffres statistiques de la délinquance sur le territoire, Lens, Yévin, Hénin, Carvin. Et voilà, c'est juste pour... Voilà, ne pas permettre tout simplement, mais en tout respect à votre personne, le fait de, en fonction de ce qui se passe à Salomine,
Force est de constater différentes incivilités. Je pourrais également, et je pourrais vous le faire parvenir, et je demande à mon secrétariat général de le faire, de donner les dernières statistiques où effectivement les différentes échelles d'incivilité depuis plusieurs années sont à la baisse à Salomé. Malheureusement, et on partage, je pense, le même émoi, sur un fait tragique qui nous a concernés en tout début d'année, effectivement, on est encore aujourd'hui en émoi sur cette situation-là. Mais voilà, après, il faut arrêter de faire ces sujets de polémique au regard... Non, je n'ai pas fait de la polémique. On est d'accord, mais je n'ai pas fait votre honneur. Non, mais dans votre introduction, c'était honnête et il n'y a pas de souci, monsieur, et je vous en remercie. Mais voilà, c'est pas toujours ce qu'on entend par ailleurs, mais bon, chacun défend son fonds de commerce comme il le peut, et avec ce qui lui reste. Attendez, moi, c'est ce que j'entends, hein. Il y a ce que je vois et ce que j'entends. Hein. Absolument. Voilà. Merci, monsieur. Madame Carbonnier. C'est absolument sans polémique, hein. C'est juste de rappeler que normalement, la sécurité, c'est le pouvoir régalien de l'État, que les effectifs de la police nationale et notamment de la police de proximité ont été drastiquement quand même revus à la baisse, que de nombreux commissariats ont disparu dans les villes et que ça, je pense que c'est une vraie bataille. La bataille politique, c'est de gagner non pas de police municipale qui de toute façon ne règle pas non plus le problème. Les villes, comme disait monsieur le maire, qui est la police municipale, qui n'en est pas, la délinquance malheureusement elle est là. Sur le fait tragique, donc on vient de parler, c'est la même chose. Vous auriez pu avoir un escadron complet de policiers dans les villes de Salomé. Malheureusement, je pense que ça n'aurait pas empêché cette, on va dire, cette atrocité. Voilà. Donc je pense que c'est un faux combat que de penser que la police municipale va régler les problèmes de la sécurité, les problèmes de délinquance dans les communes, que ce soit Salomé ou ailleurs. Merci, Madame Carbonnier, tout à fait, hein, donc on peut que partager ce que vous venez de dire. Madame Macoulage. Oui, j'ai vu un des agents SDP mardi, sur le parking de l'école d'Arbus, le gros parking, et en fait c'est un panneau sans interdit qui n'a pas été posé. Donc le problème c'est que les gens rentrent des deux côtés, je ne sais pas s'il ne rentrait pas ou pas. Il a fait des photos, il m'a dit qu'il ferait... Je vous renvoie au bloc d'entretien des élus, Madame Moulin. Donc un petit bloc d'entretien, et merci de noter effectivement quand vous voyez quelque chose qui va nous le remonter. Il y a d'autres interventions? Non, après, ce que je veux dire là-dessus, par contre, c'est que je trouve, au même titre scandaleux tout à l'heure, qu'effectivement des opérateurs publics passent en non-recouvrement, je trouve aussi scandaleux qu'on puisse utiliser un fait divers aussi atroce qui nous a concernés à des fins politiques. Je vous remercie. Très bien, ok, donc je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Madame Goubet, création pour la délibération numéro 20 d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet. Madame Goubet. Merci Monsieur le maire. Après 6 ans d'enseignement au sein de l'école de musique pour notre fête du Nice, il est proposé la création d'un poste d'enseignement artistique à temps non complet à raison de 8 heures par semaine. Oui, pensez à prendre le micro avant d'intervenir parce que comme on est retransmis pour qu'on puisse effectivement partager la séance. Merci Madame Goubet. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Des questions? Je mets au voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Merci de faire passer le micro à Mme Goubet pour la présentation de la libération 21, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Mme Goubet. Remercie. En fonction des besoins, donc les collectivités peuvent recruter des agents contractuels et de ce fait, il est demandé d'autoriser Monsieur le maire à recruter ces agents de catégorie A, B et C durant la durée de son mandat et ces agents assureront leur fonction soit à temps complet, soit à temps non complet et les crédits correspondants sont inscrits au budget. Tout à fait. Et donc, pour conclure et concrétiser l'ensemble des deux délibérations, délibération numéro 22 qui consiste à la modification du coût du tableau des emplois, Mme Goubet. Oui, donc c'est la régularisation de ce qui vient d'être précédemment annoncé, c'est-à-dire, et donc de permettre la création de 2 postes d'agent technique territorial à temps complet, 2 postes d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet, la suppression d'un poste de directeur des affaires culturelles, d'un poste de directrice de petite enfance ou infirmière,
d'un poste de puériculture de classe normale et d'adopter la mise à jour du tableau des effectifs annexés à la délibération. Et les crédits correspondants sont également inscrits au budget. Ok, on fait un pacte pour ces 3 délibérations. Y a-t-il des remarques, des observations? Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. La délibération numéro 23, je vous propose de retirer la délibération du 29 mai 2020 portant sur la fixation des indemnités de fonction des élus. Effectivement, et je m'en excuse, on a une petite coquille sur la ligne concernant les adjoints. Il ne faut pas lire 22% de l'indice brut, mais 20%. Ça n'influe en rien les montants alloués, mais donc il faut retirer cette délibération pour refixer ces mêmes indemnités avec le pourcentage correct à la prochaine délibération. Donc je vous propose de retirer cette délibération. Y a-t-il des remarques, des observations affectées à cette même résidence Jacques Duclos? Et donc ce qui fait que c'est ça, Madame Auger, 2 de nos agents n'ont pu, en temps réel par rapport à leurs collègues, bénéficier du montant de la prime allouée. Le montant de la prime allouée pour ces personnels qui étaient au plus près, effectivement, de la crise de la pandémie au regard de nos résidents, bénéficieront chacun d'un montant d'une prime à hauteur de 1 500 €. Donc je vous propose effectivement de me rejoindre en votant pour l'octroi de cette prime de 1 500 € pour les agents concernés. Remarques, observations? Oui, M. Cambrai. Je voudrais peut-être également préciser qu'apparemment il y a pas beaucoup de communes qui ont Ah, après chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Tout à fait. À la hauteur de la gravité de la situation. Et qu'il est encore aujourd'hui, parce que comme vous le constatez, force de constater que la situation ne va pas en s'améliorant. Remarque, observation, question. Je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération 26, avant votre départ en vacances, Madame Auger, délibération modificative du RICEP portant attribution de l'indemnité de fonction, de suggestion, d'expertise et de mise en place du complément indemnitaire annuel intitulé CIA. Oui, on va vous tendre un micro. Ah ben je peux vous prêter le mien ou on en fait parvenir un autre. Merci, Monsieur Dufour. Madame Auger, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, depuis le 1er janvier 2018, nous appliquons le nouveau régime indemnitaire qui est l'IFSE. Chaque année, nous délibérons parce qu'il y a des cadres d'emploi qui passent chaque année à une équivalence avec les cadres d'emploi de l'État. Ils ont pris beaucoup de retard au niveau des délibérations, au niveau de l'État, et du coup, ils ont décidé ici au mois de juin de nous créer un tableau provisoire, mais bon, le provisoire parfois dur, sur tous les cadres d'emploi de la fonction territoriale qui n'avaient pas encore bénéficié de l'IFSE. Donc la première partie de la délibération concerne effectivement le réajustement pour que tout le monde, tous nos agents puissent avoir le même régime indemnitaire, puisqu'effectivement on avait encore des agents qui avaient l'ancien régime indemnitaire et les agents qui étaient sur le nouveau régime indemnitaire. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la délibération. Dans le tableau, il était mis en vert les cadres d'emploi qui ont été donc rajoutés, et donc ce sont nos derniers cadres d'emploi sur l'IFSE. Donc on va avoir, on a le cadre d'emploi d'ingénieur, parce qu'on a un ingénieur au sein de la collectivité. On a également les puéricultrices territoriales, les éducateurs de jeunes enfants, les techniciens, les auxiliaires de puériculture, qui vont donc passer à partir du 1er octobre, si vous votez cette délibération, qui vont passer sur le régime de l'IFSE. Ensuite, le nouveau régime indemnitaire qui s'appelle le RICEP inclut également une part qui est le CIA. Le CIA n'avait pas été mis en application au départ.
ici, il y a une jurisprudence qui est sortie, donc on nous demande de passer le CIA. Alors, le CIA, c'est une prime qui est attribuée aux agents et qui est liée à leur engagement professionnel. Donc, il a fallu déterminer un critère d'attribution. Le critère qui a été retenu pour cette prime est un critère relativement objectif et qui est quantifiable, puisqu'il concernera la mobilisation d'un agent qui est reconnu lors de son entretien professionnel selon son investissement lorsqu'un de ses collègues de service ou dans la collectivité n'est pas remplacé. Donc à partir du moment où un collègue a une surcharge de travail due à ce non-remplacement, pour des raisons parfois indépendantes de la volonté de la collectivité, je le précise, et qui n'est pas remplacé, qu'il est absent depuis plus de 30 jours calendaires, il y aura donc la possibilité de pouvoir lui verser une prime qu'ils appellent le CIA. Donc on a parfois, par contre cette fois-ci, réindiqué tous les plafonds. Les montants du CIA brut annuel que vous voyez affichés dans la délibération sont les montants plafonds de l'État, puisque nous n'avons pas le droit de donner plus qu'à l'État, mais nous sommes loin, bien sûr, de ces montants. Voilà, donc il vous est proposé effectivement d'instaurer l'IFSE pour l'ensemble des cadres d'emploi et également d'instaurer en fait la mise en place du CIA. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Madame Auger. Questions, observations, remarques? Il n'y en a pas, je mets pour autant en voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 27, Madame d'Autriche, qui concerne un achat mutualisé de masques alternatifs et de solutions hydroalcooliques, groupement de commande entre la communauté d'agglomération de l'Ancien-Vin et les communes membres, dont vous avez le détail durant le confinement, en vous précisant que la ville de Salonine est concernée dans ce regroupement de commandes uniquement sur le gel hydroalcoolique. Les masques alternatifs, nous avons un autre fournisseur qui est moins cher, tout simplement, et à qui on veut être fidèle pour les commandes à venir. Je vous précise également sur la question des masques, où chaque employeur a la responsabilité de préserver la sécurité de ses employés ou en ce qui concerne la collectivité, ses agents. Nous disposons à ce jour d'un stock stratégique et donc nous allons renouveler. Et nous distribuons à raison de X masques par semaine à nos agents les équipements nécessaires. Voilà. Madame d'Autriche. Merci, monsieur le maire. Je n'aurai pas besoin de rappeler le contexte sanitaire actuel dans lequel nous nous trouvons. Toujours est-il que pour faire face à une pénurie potentielle de certains biens nécessaires à faire respecter les mesures sanitaires, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a proposé aux communes membres de mutualiser les achats de masques dits alternatifs au grand public, mais nous ne sommes pas concernés sur ceci, et de solutions hydroalcooliques par un groupement de commandes, comme nous avons coutume de le faire sur d'autres marchés. Vous aurez pu prendre connaissance de la convention qui était jointe à vos documents du Conseil, et nous vous demandons juste de prendre acte de la constitution du groupement de commandes entre la CAL et les communes énoncées, et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour plan de commande. Oui, je pense qu'on va aller faire un développement de ces pratiques de mutualisation avec la communauté d'agglomération de l'Ancien-Vin, dans le sens où effectivement, hier c'était avec le sel de déneigement, c'est aujourd'hui avec le gel, demain ça sera peut-être avec des ramettes de papier ou autre matériel où on peut effectivement faire baisser les tarifs. Donc voilà, donc si vous en êtes d'accord, hormis s'il y a des questions, des observations, des remarques, il n'y a pas, je vais donc aux voix qui est pour, et je vous en remercie. Et pour terminer cette séance du conseil municipal de ce soir, je vais donner la parole à M. Van Voort, et ça concerne une motion réclamant la prise en charge à 100% des masques de protection contre la Covid-19 destinés à la population. M. Van Voort. Merci, M. le maire. Donc il y a eu d'abord le choix de compter plutôt sur la production chinoise que sur notre capacité nationale à produire les masques. Ensuite, les alertes de l'Agence nationale de santé n'ont pas été entendues. Et en début d'épidémie, des mensonges en série ont été proférés sur leur inutilité afin de camoufler le manque cruel de masques.
Cette pénurie a mis en danger les soignants, les patients, les personnes âgées et fragiles, tout comme les personnes ayant participé à la tenue des bureaux de vote lors des élections municipales du 15 mars dernier. Elle est sans doute responsable de nombreuses contaminations et décès en France. Puis au fil des semaines, le masque est devenu utile d'après les experts, indispensable même, alors que les hôpitaux continuaient d'en manquer. Depuis quelques semaines, ce qui n'existait pas il y a peu encore tombe par paquets de millions d'exemplaires mis sur les étals de supermarchés comme produit d'appel pour attirer le client. De qui se moque-t-on? Les masques ne peuvent pas être des marchandises étalées aux caisses des supermarchés pour grossir le ticket de caisse et pour fidéliser les acheteurs. Ils sont un moyen de protection et un outil de santé publique. À ce titre, ils devraient être assurés par les services de la sécurité civile. Face aux carences de l'État et au tripatouillage mercantile du gouvernement, les collectivités territoriales se sont mobilisées. Dans le Pas-de-Calais, un grand nombre de communes, dont Salomine, se sont organisées pour distribuer un ou plusieurs masques gratuitement à chaque habitant. La région des Hauts-de-France a diffusé massivement des masques jetables et lavables par le biais des communes et du département. Si l'État reste responsable d'une mise en danger par une gestion déplorable des masques et des tests, certaines entreprises, par mépris des salariés, ne respectent pas non plus les mesures sanitaires. Pourtant, l'article 11 du préambule de la Constitution affirme bien ce droit à la protection. En conséquence, les masques doivent être gratuits et distribués en nombre suffisant. Certains pays européens l'ont décidé, des collectivités locales également. Pourquoi le gouvernement de la 6e puissance économique du monde ne le pourrait-il pas? Ce pays où l'argent des dividendes versés aux actionnaires continue de couler à flot, ce pays où l'on peut en une nuit débloquer des milliards pour consolider des entreprises dont la trésorerie est loin d'être à sec, pourquoi une famille de 4 enfants qui a du mal à joindre les deux bouts doit encore alourdir ses dépenses du mois de 80 à 150 € pour assurer sa santé et celle des autres? Une prise en main de l'État imposant la gratuité couperait court à toute tentative de spéculation et permettrait à chacun de se protéger efficacement. Ainsi, les élus du conseil municipal de Salomine, réunis en séance ordinaire le 16 septembre 2020, exigent, au nom de l'intérêt public, la gratuité des masques avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Demandent à ce que l'État assure la fabrication de millions de masques, y compris en procédant à des réouvertures d'entreprises ou en procédant, si cela est nécessaire, à des nationalisations. Merci, Monsieur Van Voorde. Madame d'Autriche, remercier le cabinet de Monsieur Leroy, président du conseil départemental, qui nous ont autorisé à reprendre texto la délibération qui est passée en plénière dernièrement en séance du conseil départemental. Y a-t-il des remarques, des observations? Madame Carbonnier. Oui, moi je voudrais faire une remarque parce qu'effectivement, comme c'est très très bien vu dans cette motion, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens, que l'État français, le pays français est une puissance mondiale à venir, la cinquième du monde, et que la problématique aujourd'hui d'avoir imposé dans de nombreuses situations le port du masque rend la chose très difficile et très inégalitaire. Alors en fait, ainsi, gratuitement, et qui en aurait aussi réellement besoin, parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir de masque gratuit, pour beaucoup de familles et beaucoup de personnes, fait qu'on utilise le masque très, très anormalement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un masque pour avoir les 135 € d'amende, puisque forcément il y a le bâton là derrière, et bien on met un masque, mais on met n'importe comment, on met n'importe lequel, on le laisse traîner, on le garde, 1 mois, 6 mois, tout le temps que l'élastique tient, on le garde, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et je pense qu'en termes de santé publique, c'est encore bien plus dommageable, parfois, que de ne pas avoir de masque. Parce qu'avoir l'apparence d'un masque, qui n'en est plus un parce qu'il n'a plus d'utilité sanitaire, c'est encore plus dangereux. Et que dans ce cas-là, eh bien, je pense que l'État, effectivement, ne rend pas le service qu'il doit à la population. Et surtout, on se trouve vraiment complètement en contradiction avec la philosophie qui a instauré la sécurité sociale, à savoir la même santé pour tout le monde, les mêmes moyens pour tout le monde, en fonction de ses besoins. Là, le besoin, c'est un besoin de sécurité sanitaire, et les moyens ne sont pas mis en place. Donc je pense effectivement qu'on est très nombreux effectivement à réclamer ces masques gratuits, mais je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce clou, parce que c'est une nécessité absolue sanitaire si on veut qu'il soit efficace.
Petite rectification, mais qui a tout son sens, c'est le groupe communiste qui a proposé la motion au conseil départemental. Monsieur Auquet. Au nom des écologistes, on va la signer les deux bras en avant, puisqu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Effectivement, c'est une condition sanitaire irréprochable pour que le Covid puisse s'arrêter et que tout le monde puisse être égaux en droit. Et puis la chose importante aussi que je voulais rappeler, puisque les dépenses qui ont été calculées, c'est plus de 50 000 € quand même par la ville, en masques, en gants, thermomètres et autres. Hier, on a eu le plaisir d'avoir toutes ces informations par Madame Auger. Et donc c'est quand même assez conséquent. Donc lorsqu'on reprend, donc ça c'est pour les gens qui travaillent à la ville et autres, et qui sont mis aussi à disposition du public, puisque les gens, en rentrant en mairie, ils ont obligé les droits publics et autres. Et donc forcément, si les personnes devaient aussi s'équiper, si on prend le ratio de les s'équiper, ça leur fait quand même une grosse somme. Je ne sais plus c'est combien la somme qui était dite par l'État, mais je pense que c'est à peu près une trentaine d'euros par personne par foyer, ce qui représente en moyenne, si on part sur 2 ou 3 personnes, une somme considérable pour les foyers. Voilà. Merci, monsieur Oufrier. Y a-t-il d'autres remarques, observations? Oui, monsieur Lebris. Avec plaisir. Absolument. Remarques, questions, observations? Il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre présence, de votre participation. Ah oui, j'ai au bois, pardon, autant pour moi. Merci. Parce que je voulais libérer Madame Moget pour qu'elle puisse partir et prendre son avion. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci mesdames et messieurs, chers collègues, de votre présence, de votre participation et encore Madame Moget, excellentes vacances.